I had a freak accident in the gym, and I actually ended up rupturing my liver while doing a leg press. And What? yeah, I know. How do you even rupture your liver? And you did it in the gym. Yeah, doctor literally told me that this is a fatal injury. There's nothing we can do for you, and you're going to die here. Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris dans l'introduction, on va parler d'une blessure heureusement rare en musculation, mais particulièrement choquante puisque ce bodybuilder nous raconte que pendant une séance de presse à cuisse, eh bien, il s'est véritablement rompu le foie, donc une rupture au niveau du foie qui a failli le tuer. Et la personne qui m'a partagé la vidéo, Michael Gundil pour ne pas le citer, m'a dit est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est-ce que ça peut arriver, même si effectivement ça risque de faire flipper un paquet de pratiquants de musculation. Avant de commencer la vidéo, vous commencez à le savoir, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Tous les pouces bleus que vous mettez, en plus de vous faire prendre du muscle, vont aller directement colmater les artères des bodybuilders qui saignent. Donc je pense que par altruisme, c'est vraiment important de le faire. Bref, dans cette vidéo, on va parler de presse à cuisse et de rupture du foie. Générique. Avant que vous ne décidiez de fermer la vidéo parce que vous risquez d'être traumatisé et ne plus jamais vouloir faire de presse à cuisse ou aucun exercice lourd, sachez que ce type de blessure est absolument exceptionnel. D'ailleurs, on ne peut même pas parler de blessure, c'est plutôt des accidents qui surviennent dans des conditions bien précises qu'on peut éventuellement éviter. Je vais essayer d'en discuter avec vous, mais rassurez-vous, ça ne doit pas vous faire peur et vous traumatiser de la musculation. Pour résumer l'histoire de ce bodybuilder, Eumon Eaton, pour toutes les personnes qui ne parleraient pas anglais, même si je vais mettre le lien du podcast ou de l'interview en description, sachez que globalement, si on résume son histoire, elle est assez banale. C'est celle d'un bodybuilder qui est bientôt à sa compétition, je crois qu'il est à 4 ou 3 semaines comme ce qu'il nous explique, et il décide sur les conseils de son coach de faire de la presse à cuisse relativement lourd. Sa séance se passe plutôt bien, il explique qu'il est en forme, que ce jour-là il se sent particulièrement bien, qu'il va pousser relativement lourd, sauf que à un moment donné, eh bien, il va faire en fait une grosse douleur après une répétition, donc de presse à cuisse lourd, donc je vous fais pas de dessin, vous savez comment ça se passe la presse à cuisse, on doit contracter fort au niveau des abdominaux pour véritablement gainer, faire une surpression et pousser avec les jambes le plus lourd possible. Sauf que à un moment donné, les choses ne se passent plus bien, il ressent une douleur au niveau du ventre, il fait une sorte de malaise et doit être conduit en fait à l'hôpital le plus proche pour en fait conclure qu'il faut l'opérer en urgence parce qu'il est en fait en train de saigner. Ça c'est ce que je vous retranscris, c'est pas directement expliqué en fait dans la vidéo, mais de ce que j'en déduis quand il nous dit qu'il arrive à l'hôpital et qu'il doit être opéré d'urgence, on t'opère pas parce que simplement tu as des douleurs abdominales, sinon un bon paquet de personnes seraient opérées en urgence. Mais là, il y a plusieurs signes, c'est que quand il arrive à l'hôpital, on lui prend les constantes et on doit voir assez rapidement qu'il est en état de choc. En état de choc, c'est-à-dire que globalement, ses organes sont en train de souffrir. Il y a différentes causes d'état de choc. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment en parlant du choc cardiogénique. Le choc cardiogénique, c'est quand le cœur dysfonctionne. Mais chez lui, pour le coup, et c'est ce qui va changer un petit peu dans cette vidéo pour ne pas parler que du cœur, ce n'est pas le cœur qui dysfonctionne, mais c'est ce qu'on appelle un choc hémorragique, c'est-à-dire que le débit n'est plus assuré, la perfusion des organes n'est plus assurée, tout simplement parce qu'il y a une perte sanguine importante et donc que le système en fait vasculaire, ce qui permet de générer le débit, c'est à la fois une pompe, c'est le cœur, mais aussi un système de vaisseau et du liquide pour alimenter la pompe. Si la pompe en fait n'a plus de liquide, donc n'a plus de sang pour faire circuler justement, eh bien vous allez être tout autant en état de choc et donc là, quand on perd du sang, on perd à la fois du volume plasmatique, c'est-à-dire que les vaisseaux vont commencer à se collaber, mais aussi on perd de l'hémoglobine qui est le transporteur de l'oxygène et ce qui va permettre d'alimenter justement tous les organes en oxygène. Donc quand on perd du sang, c'est encore plus grave que quand on perd simplement de l'eau ou du liquide en fait plasmatique, notamment lors d'une déshydratation, parce que quand on est déshydraté, c'est un choc qu'on appelle hypovolémique par manque de volume sanguin, il suffit de réhydrater. On perfuse du sérum physiologique, ça réexpand les vaisseaux et en général, ce type de choc se corrige assez vite.
Le souci quand on saigne, c'est qu'il faut non seulement du volume sanguin pour compenser les pertes de volume, mais aussi du sang. Et c'est ce qu'il va nous expliquer après, qu'il a dû être transfusé, il le dit, de 7 culots globulaires, donc c'est 7 pochons de sang, donc ça fait quand même une bonne quantité de sang, parce que véritablement, en fait, son hémoglobine et son volume plasmatique étaient en fait en train de s'effondrer, donc il avait besoin en urgence de sang. Donc tout ça pour la petite digression, il arrive donc aux urgences, on lui prend les constantes, il doit certainement être en état de choc, et devant toutes les personnes en état de choc, en même temps qu'on commence en fait les premières mesures pour de la réanimation, c'est-à-dire un remplissage, éventuellement la perfusion, alors c'est pas de l'adrénaline, c'est de la noradrénaline, mais ce qui permet en fait de maintenir une pression au niveau des vaisseaux et en fait de temporiser le temps de traiter la cause. Et en même temps qu'on fait ces premières mesures de traitement, il faut rechercher la cause en urgence. Donc chez lui, ce qui a dû se passer, c'est qu'on a dû lui faire soit une échographie au niveau du ventre et voir qu'en fait il y avait du liquide, donc potentiellement du sang. Quand il n'y a pas d'hémorragie externalisée, c'est assez simple à comprendre. En fait, si la personne n'a saigné de l'extérieur de nulle part et qu'elle est en choc hémorragique, c'est-à-dire toute pâle, parce que quand vous avez perdu beaucoup de sang, vous devenez pâle, puisque tout simplement ce qui donne une partie de la coloration, ce sont les globules rouges, et très rapidement en fait on peut avoir accès à la quantité d'hémoglobine. Donc une personne en état de choc qui a une hémoglobine basse, il n'y a pas 36 000 solutions si elle n'a pas saigné de l'extérieur, c'est qu'elle a saigné de l'intérieur. Et les causes les plus fréquentes, il n'y a pas 36 endroits où on peut cacher des pertes sanguines importantes, parce que en fait, si vous avez du sang, soit vous avez un hématome superficiel au niveau des jambes, au niveau des bras, mais ça se voit tout de suite. Donc où est-ce que ça peut se cacher entre guillemets? Eh bien tout simplement au niveau du thorax ou de la cavité abdominale. Donc en général, on oriente assez vite la prise en charge et on va au bloc opératoire. Et donc c'est là où il nous explique que de fil en aiguille, les chirurgiens, en fait, si je comprends bien, confirment le diagnostic en fait de ce qu'il appelle être une rupture du foie. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Chez lui, il nous dit qu'il a tellement forcé au niveau de son effort et de la presse à cuisse qu'en fait, il a rompu une artère au niveau du foie. Donc une artère, c'est un gros vaisseau qui permet d'apporter du sang au niveau donc d'un organe, donc ici du foie, qu'il l'a rompu et qu'en fait il fallait colmater. C'est bien sûr extrêmement grave, comme lui disent les médecins. Si vous étiez arrivé à l'hôpital ne serait-ce qu'avec 1 heure de retard, en fait vous seriez tout simplement décédé, parce que quand il y a une artère qui saigne, l'état de choc en fait et la perte de sang va très vite. Le souci qu'il a eu en fait, c'est que les médecins vont lui dire qu'en fait là où ça saigne, en fait ce n'est pas accessible pour être colmaté en fait, et que très probablement ils ne peuvent rien faire et qu'il va en fait décéder parce que il est inaccessible à un traitement. Et c'est assez triste de dire ça. D'ailleurs, je pense que si on t'annonce ça, tu dois te dire ok, si même le médecin il me dit qu'il n'y a rien à faire et que je vais mourir, c'est vraiment mal engagé. Donc ça, je vous le dis texto, comme il le raconte. Il est ensuite transféré dans un deuxième hôpital en urgence pour avoir un deuxième avis par des chirurgiens peut-être plus spécialisés qui lui disent la même chose. On ne peut rien faire au niveau de la localisation de cette artère qui saigne. Et finalement, par un espèce de miracle, ce qu'il raconte pour vous traduire encore une fois la vidéo, c'est qu'ils vont arriver à contacter un spécialiste de la transplantation hépatique. Donc pourquoi est-ce qu'un médecin spécialiste de la transplantation hépatique, le but c'est pas de lui transplanter le foie, c'est juste que ce sont des chirurgiens en fait qui ont une très grande expérience du foie et surtout qui connaissent parfaitement l'anatomie au niveau des artères et des veines à l'intérieur du foie. Parce que quand on transplante, on doit véritablement ouvrir le foie et déconnecter le foie et surtout le reconnecter au niveau des vaisseaux. Donc ce sont parmi les chirurgiens qui ont le plus d'expérience de l'anatomie du foie. Donc avec énormément de chance, il est transféré dans un 3e hôpital avec ce chirurgien qui a pu véritablement le sauver en colmatant cette artère par des techniques spéciales qui ne sont pas détaillées. Et personnellement, n'ayant aucune expérience dans la chirurgie du foie, je serais bien incapable de vous dire ce qu'ils ont fait exactement. Mais voilà, pour résumer de façon assez schématique, quand une artère en fait saigne, il n'y a pas 36 solutions. Soit on arrive à ce qu'on appelle faire de l'embolisation percutanée. C'est notamment en fait, ce sont toutes les techniques qui consistent à rentrer du matériel et à naviguer à l'intérieur des vaisseaux pour aller ensuite colmater. Donc on dépose du matériel, on dépose des produits qui permettent de colmater les brèches par l'intérieur des vaisseaux, mais ce n'est pas toujours possible. Ça, on peut le faire que selon certaines anatomies et selon certains types de lésions qui saignent. Parfois, donc, quand c'est inaccessible, il faut tout simplement ouvrir, comme ce qui a été fait initialement, constater où est-ce que ça saigne et ensuite venir soit faire une suture, soit une compression. En tout cas, il y a différentes techniques pour arrêter les saignements, mais c'est véritablement comme ça qu'il faut faire. Sauf que, effectivement, dans certains cas, notamment
Je suppose que si ce n'est pas accessible, c'est que c'était en fait une des artères qui était localisée à l'intérieur du foie et qui commençait en fait à faire un gros hématome au niveau du foie. Et donc par chance, il y avait un chirurgien qui avait beaucoup d'expérience dans le foie pour venir la colmater. Ensuite, les suites n'ont pas été très simples de ce qu'il nous explique. Après la chirurgie, il a dû passer quand même environ 20 jours en réanimation, donc avec des tuyaux, tant que son état était jugé encore instable et précaire. Et puis une fois qu'il est sorti de la réanimation, et la réanimation j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est une période qui est quand même extrêmement traumatisante pour le corps. Vous êtes allongé, vous êtes souvent dans un coma artificiel avec des tuyaux en fait, qui vont parfois remplacer certains organes, notamment les reins, avec des tuyaux pour monitorer la pression artérielle, des tuyaux pour apporter des médicaments dans les grosses veines, une sonde d'intubation pour permettre de respirer. Et donc tout ça c'est extrêmement traumatisant pour le corps. Et donc ce qu'il dit c'est que même une fois qu'il était sorti de la réanimation et que ça allait un petit peu mieux, il ne pouvait plus marcher, il était obligé de se servir d'un déambulateur. Donc pour mémoire, on parle quand même d'un bodybuilder jeune qui était extrêmement musclé, qui était en train de faire des séries lourdes à la presse à cuisse, qui après quelques semaines de réanimation se retrouve incapable de marcher. Et donc de fil en aiguille, après de la réadaptation, de l'hospitalisation, bref, tout ça pour dire que globalement, il en a eu pour une grosse année de réadaptation et pour pouvoir retrouver en fait, je vais pas dire son niveau d'avant, mais simplement une vie normale et pouvoir reprendre son sport. Les choses ont plutôt bien évolué pour lui parce que actuellement, il reprépare des compétitions. Alors certains diront, et certains l'ont déjà dit en commentaire, passer à côté de la mort, tout ça pour ensuite se repréparer à une compétition, pour ne dire que ça, et donc avec tous les dangers que ça implique, parce qu'effectivement si tu as déjà eu une rupture artérielle, ça veut dire que tu as potentiellement une prédisposition quand même sur les parois vasculaires qui sont peut-être plus fragiles que chez d'autres personnes, parce que on parle quand même d'une rupture artérielle spontanée. Je vais vous détailler ça un tout petit peu après, mais on parle pas d'une personne qui a un accident de voiture où là globalement quand il y a, comme on dit, un man versus truck, un homme contre un camion, à peu près tout le monde, fragile ou pas, prédisposé ou pas, à peu près personne ne peut lutter contre un camion. Mais là, on parle d'une blessure, en fait, d'un hématome, d'une hémorragie spontanée pendant un entraînement. Donc ça veut dire que, indépendamment de tous les facteurs favorisants, il y a quand même très probablement une petite prédisposition au niveau de sa paroi vasculaire et qui le prédispose et qui le met à risque. Donc, se repréparer pour une compétition, pour le coup c'est un peu différent des vidéos que j'ai fait récemment, parce que c'est pas tellement tout ce qui est autour du bodybuilding qui est en cause. Là c'est vraiment un mécanisme simplement de pression et d'hyperpression abdominale qui va être traumatisante pour les parois vasculaires, mais malgré tout ça veut dire que s'il continue de soulever lourd, et je lui souhaite d'avoir entre guillemets pas retenu la leçon, parce que le pauvre il y est pour rien, enfin la plupart des gens font du lourd et peut-être ça m'arrivera à moi demain, mais voilà, malgré tout j'espère que s'il se reprépare, il va se dire ok, peut-être que le lourd et la presse à cuisse en particulier, ce n'est pas pour moi. Donc maintenant, après avoir raconté un petit peu son histoire, là vous vous dites mais attends, si moi demain je vais faire ma série de presse à cuisse lourde comme j'avais prévu, est-ce que je risque de me rupturer le foie ou de mourir d'une hémorragie ? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ? La réponse, je vous le dis tout de suite, c'est rare. Heureusement, la plupart des gens qui font du lourd, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les charges et quelle que soit la technique utilisée, heureusement n'ont pas de rupture hépatique ou de rupture d'organes. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Malgré tout, ce n'est quand même pas exceptionnel. Juste pour vous citer, j'ai quand même regardé un petit peu la littérature, c'est quand même déjà décrit, notamment il y a apparemment à l'époque, en 2012, un powerlifter russe qui était décédé en fait pendant un entraînement d'une rupture du foie, il faisait du développé couché et en fait sous l'effet de l'hyperpression, il a il a rompu son foie, une hémorragie massive, et il est décédé très rapidement. Il y a aussi des rapports qui disent que il y a des personnes qui se sont rompues la rate, c'est un peu le même mécanisme. En gros, c'est l'hyperpression qui va faire exploser les organes, si je puis dire ça comme ça. C'est pas véritablement une explosion, mais c'est simplement une rupture au niveau d'un vaisseau qui fait que ça commence à saigner, et puis ensuite l'organe il est un peu dilacéré de l'intérieur. Ça dépend du type d'hémorragie, il y a différents types d'hématomes, d'hémorragie, etc. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi toutes les dissections aortiques, j'en ai là aussi déjà parlé en vidéo, mais en fait, dès que vous allez faire de l'hyperpression, vos vaisseaux sanguins sont quand même placés dans une position avec des contraintes, parce que tout ce qui est pression artérielle forte, c'est comme si au lieu d'avoir du sang sous pression normale qui circule dans vos vaisseaux, là vous avez du sang sous hyperpression, un peu, le terme est un peu fort, mais un peu comme du Karcher,
et donc la paroi de vos vaisseaux est forcément soumise à des contraintes plus fortes qui peuvent faire soit des dissections, donc c'est des décollements au niveau des feuillets, donc des différentes couches au niveau de la paroi des vaisseaux, soit parfois simplement des ruptures, c'est-à-dire que carrément la paroi, elle, entre guillemets, elle pète et ça fait une hémorragie, un petit peu comme si vous faites un bleu, c'est le même mécanisme. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est très rare, bien sûr, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Et il faut reconnaître qu'à chaque fois, on est quand même sur des exercices qui sont faits en lourd et avec une grosse masse musculaire qui est mise en jeu, notamment le soulevé de terre, notamment le développé couché, le squat, mais aussi et surtout la presse à cuisse. Et pourquoi la presse à cuisse? Tout simplement parce que c'est un des exercices en musculation qui va faire le plus de pression intra-abdominale de par la pression, mais aussi le plus d'élévation de la pression artérielle. Donc en pratique, pour vous détailler le mécanisme précis de cette rupture du foie, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, quand on va pousser fort, eh bien, on fait une manœuvre de Valsalva, un effort à glotte fermée, j'en ai déjà parlé là aussi, mais ça fait de la pression intra-abdominale. Cette pression intra-abdominale, elle se retransmet au niveau de tous les vaisseaux de l'organisme, puisque forcément, vous avez une pression externe qui va appuyer sur les vaisseaux et faire monter la pression. Deuxièmement, il y a une deuxième conséquence à ce Valsalva, c'est que quand vous augmentez la pression intrathoracique, intra-abdominale, vous allez comprimer les veines et vous allez bloquer le retour veineux. Ce retour veineux, en gros, ce sont les veines qui vont revenir jusqu'au niveau du cœur. Et si vous bloquez, vous comprimez ces veines au niveau de l'abdomen, notamment juste avant l'entrée du cœur, eh bien, tout le sang va stagner, en fait, va être accumulé en amont. Et notamment, où est-ce qu'il est accumulé? Il est accumulé au niveau de toutes les veines du foie, tout simplement parce que il y a les veines, la veine cave inférieure, et que cette veine cave inférieure, à un moment donné, juste avant d'arriver au niveau du cœur, elle va croiser la veine hépatique qui va justement avoir cette retransmission de pression, et donc vous allez avoir en quelque sorte une congestion au niveau du foie qui fait que le foie va se gorger de sang. Une fois qu'il se gorge de sang, la pression augmente au niveau de cet organe et ça le rend un peu plus fragile. Si la pression au niveau des capillaires elle augmente, eh bien la pression au niveau des artères va aussi augmenter. En fait, c'est un mécanisme de retransmission de pression jusque à ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire tout ce qui va être avant. Si vous augmentez la pression veineuse, ça se retransmet sur la pression des capillaires et ça se retransmet aussi sur la pression artérielle. Donc vous augmentez fortement la pression artérielle qui va pousser vers l'avant, vous augmentez la résistance avec les veines et donc forcément eh bien, vous créez une contrainte qui est encore plus importante et donc à mon sens c'est très probablement le mécanisme de rupture des artères dans ce type d'exercice. Pourquoi la presse à cuisse en particulier? Déjà parce que c'est un exercice où on peut forcer de façon extrêmement forte, je pense que toutes les personnes qui ont fait de la presse le savent en fait. En plus, si vous mettez une ceinture de force comme certains le font, ça rajoute encore de la pression. Et d'autre part, vous avez aussi tout le retour veineux qui, pour le coup, va avoir envie de revenir depuis les jambes parce que la position, à la fois on se sert des jambes, mais en plus la position est telle que le sang au niveau des veines va revenir facilement puisque la gravité fait que le sang va se drainer naturellement assez facilement. Donc tout ça, ça fait que la congestion au niveau du foie, à mon sens, est maximale dans ce type d'effort. Et donc, après, c'est bien sûr la faute à pas de chance, mais c'est un petit peu à cause de ces différents paramètres qu'on arrive à une rupture du foie. Donc voilà un petit peu pour expliquer le mécanisme de survenue de cette blessure qui est heureusement exceptionnel, mais qui est malheureusement assez grave. Si vous n'êtes pas pris en charge de façon extrêmement rapide pour colmater la fuite, tout simplement vous allez mourir d'une hémorragie. Donc voilà pour les explications, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un petit peu compris comment ça peut arriver et surtout ça ne doit pas vous faire peur mais ça doit quand même vous faire réfléchir un petit peu. C'est vrai que la presse à cuisse à titre personnel je suis pas fan quand on le fait en très lourd parce qu'il y a quand même beaucoup de conséquences et à chaque fois qu'il y a des accidents en termes d'hémorragie et tout ça c'est quand même très souvent la presse à cuisse. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir cet exercice? Certainement pas, c'est quand même un très bon exercice, mais il faut, je pense, le pratiquer de façon assez raisonnable et privilégier, je pense, les séries longues plutôt que de faire des maxis à la presse, comme on voit certaines fois, certaines personnes qui vont mettre vraiment lourd, qui vont faire des quarts de rep et qui vont faire 3 répétitions. Ça, je pense que c'est vraiment une bêtise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, ça soutient, ça fait plaisir, etc. Ça diminue ma pression artérielle au niveau du foie. Et que vous dire d'autre? Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.